Merci beaucoup Isabelle. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir vous parler donc, des enjeux de l'intervention précoce au carrefour de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte. Donc, je travaillais au préalable plutôt avec des adolescents, jeunes adultes en tant que psychiatre, des adolescents qui avaient entre 15 et 25 ans, donc des grands adolescents, et dorénavant auprès d'adolescents plutôt entre 12 et 18 ans. Alors, sur le plan comme ça, d'un visuel un peu large de ce qu'on appelle la charge mondiale de morbidité, qui est un indicateur de santé qui est très global, normalisé, qui a été développé par l'OMS et l'Université de Harvard, on voit bien, effectivement, que les maladies psychiatriques, ce qui est représenté ici en orange, sont prédominantes autour de 10, avec une fenêtre vraiment très majoritaire, entre 10, on va dire, et 28-30 ans, où c'est quand même la part la plus... ce sont les maladies les plus invalidantes dans cette tranche d'âge. Alors, quelques définitions classiques, je dirais, pour revenir un petit peu sur les notions dont on parle quand on parle d'intervention précoce. Et aussi, on ouvre un dictionnaire. L'intervention, c'est ce qui, en fait, est l'effet, c'est une action, un rôle, l'effet de quelque chose dans un processus. Et donc, parmi toutes les sessions aujourd'hui, on peut s'accorder sur le fait qu'on parle quand même, dans les maladies psychiatriques, de ce qu'on parle quand on parle de neurodéveloppement, eh bien, je crois qu'on est dans le juste quand on parle de processus. Et donc l'idée, c'est aussi, il y a une autre définition qui est de dire que c'est l'action d'intervenir dans une situation critique. Et là également, il me semble que l'émergence de troubles psychotiques peut être considérée comme une situation critique. Enfin, la notion de précocité, donc c'est qui se produit avant le temps normal ou habituel. Donc là, c'est effectivement toute la question de qu'est-ce qui est habituel ou normal, donc les limites entre le normal et le pathologique. Et les enjeux seraient donc de changer nos habitudes pour moduler un processus en cours. Donc je vous ai mis un skieur parce que c'est un petit peu d'actualité, mais c'est pour la métaphore qui consiste à dire que si on veut bien appréhender un slalom et sa porte, eh bien il faut anticiper le virage, et c'est la même chose en prévention en maladie mentale, c'est-à-dire que si vous n'anticipez pas votre virage, eh bien vous loupez votre porte. Alors cliniquement, à quoi ressemble ce processus ? Alors les sessions précédentes ont bien ouvert le débat quant à la question vraiment prémorbide, anténatale, périnatale, et donc de cette phase avant même l'émergence de symptômes qu'on qualifie de psychotiques. Et donc ça commence très tôt par une phase qu'on appelle la phase prémorbide, où il y a déjà des symptômes cognitifs, sociaux, neuromoteurs stables, qui sont une forme de vulnérabilité, on va dire, trait, excusez-moi. En bleu, vous voyez répertorié là sur le diagramme ce qui s'appelle les symptômes positifs, donc productifs. Les symptômes négatifs, eux, sont modélisés par les ronds blancs sur le schéma. La flèche du bas en axis représente l'évolution dans le temps. Donc, on part d'une phase prémorbide, puis ensuite, on arrive dans la phase qu'on qualifie prodromale, ou en tous les cas précoce, le début des prodromes, qui sont en fait un début de retentissement des symptômes sur le fonctionnement, qui est le marqueur clé pour pouvoir déterminer qu'on est dans une situation invalidante. On considère qu'un des marqueurs les plus importants est de mesurer le niveau de retentissement des symptômes chez un individu. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement. Fonctionner, je le dis souvent, je radote pour ceux qui m'ont entendu, mais fonctionner chez un adolescent, eh bien, c'est de réussir à aller en cours, de réussir à faire ses devoirs et d'avoir un minimum d'amis et de ne pas se replier sur soi. Voilà. Donc, la phase prodromale, elle consiste à une émergence de déficits d'abord cognitifs, positifs et négatifs atténués, c'est-à-dire un peu moins importants en intensité et en fréquence, et un début de retentissement sur le fonctionnement. Enfin, plus on va vers le premier épisode psychotique constitué, plus les symptômes positifs sont présents, plus le déclin fonctionnel s'aggrave, et ça marque l'évolution de la phase prodromique vers le premier épisode. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais bien une évolution progressive, et ce dont je parlais tout à l'heure de la notion de processus. Alors, les sujets à haut risque de transition psychotique, donc ceux qui présentent des symptômes cliniques avant
qu'on puisse vraiment parler d'un diagnostic de schizophrénie, pour parler simplement. Eh bien, ils ont un risque relatif de 460 de développer un trouble psychotique comparé à la population générale. C'est-à-dire qu'un individu lambda qui ne présente pas ces symptômes, qui sont des symptômes fins et discrets, eh bien, a un risque de 0,063% de développer la maladie versus 29%. Et quand vous faites ce ratio de 29% sur 0,063%, vous arrivez à un chiffre qui est ce risque relatif de 460. Alors, le risque de transiter, donc d'évoluer vers la maladie schizophrénique constituée au sens d'un diagnostic, eh bien, il est d'à peu près 30% dans les 2 ans après que vous ayez commencé à avoir, après le début de l'existence de ces symptômes. Il y a un plateau ensuite la 3e année pour avoir à peu près un risque de 35% après 10 ans chez ces sujets à haut risque de transition psychotique. La majorité des transitions ont lieu dans les 3 premiers mois et 50% dans les 8 mois. Donc on a quand même une fenêtre d'action qui est assez, restreinte, à ce moment-là en tous les cas. Historiquement, la notion de prodrome, le titre, je parlais de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte. On peut réfléchir à comment tous ces éléments de dépistage, de repérage, le début du repérage de ces symptômes, finalement, c'est très ancien, puisque quand vous reprenez la littérature psychiatrique clinique, eh bien, tous les psychiatres adultes, quand ils décrivaient l'histoire rétrospective de leurs patients, décrivaient bien des symptômes qui étaient là avant, en écoutant les pères, la famille, qui disaient bien oui, en effet, maintenant que vous me le dites, il y avait ceci, il y avait cela. Donc voilà, ils savaient, c'était déjà décrit dans les livres, que de façon rétrospective, ces patients-là avaient un certain nombre de signes cliniques. Mais derrière, l'enjeu, ça a été de se dire, alors comment on peut faire quand on est confronté à cette histoire développementale, à ce processus, pour les repérer du coup un peu plus tôt. Et donc c'est là que la notion probabiliste de risque est apparue, et donc on remonte en âge, et c'est là qu'on est dans le carrefour entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, et on parle de probabilité, et donc plus d'un diagnostic précis catégoriel, et c'est là qu'est arrivée la notion d'état mental à risque de transition psychotique. Alors voilà un petit peu comment on peut modéliser les différentes manières de repérer cliniquement. Je ne vais pas vous faire un catalogue exhaustif de tous ces symptômes qu'on peut rencontrer, parce que ce sont des symptômes qui sont répertoriés dans des échelles. C'est une constellation de symptômes, donc il ne faudrait pas se fixer sur un symptôme ou un autre. Ce que je veux vous transmettre comme message, c'est qu'il existe des échelles spécifiques qui sont validées sur le plan international et qui permettent aux psychiatres spécialisés du domaine de repérer les personnes qui ont plus de risques qu'un autre de développer la schizophrénie. Il y a à peu près 2 temps pour se repérer. Il y a une manière de les repérer qui sont plutôt des symptômes encore plus fins et encore plus en amont de la maladie, qui s'appellent les symptômes de base. Là, c'est entouré en bleu. C'est inspiré des travaux, des études phénoménologiques, donc des travaux allemands. Ce sont plutôt des symptômes, on va dire, sensoriels, cognitifs, très subjectifs. Et enfin, il y a les symptômes qu'on appelle les critères à risque, vous entendrez, les critères à risque de transition psychotique, qui, eux, émanent des travaux de l'équipe de McGorry en Australie, et qui sont déjà des symptômes plus francs, plus visibles, qui se rapprochent des symptômes positifs classiques. Alors, une récente méta-analyse parue là en 2017, donc nouvelle fraîche, on va dire, c'est Fusar-Poli qui s'est intéressé à tous les facteurs de risque qui existent dans la psychose établie, et donc non pas pour les sujets au risque de transition psychotique, mais bien les facteurs de risque qui sont connus pour avoir un lien d'association. Et là, je reprends le topo d'avant sur la question de la causalité. Ce n'est pas parce qu'on a une forte association qu'il y a un rapport causal. Et donc, il s'est intéressé en fait à l'impact, la charge associative entre ces différents facteurs de risque qui existent dans la schizophrénie et le statut à haut risque de transition psychotique.
Et alors c'est intéressant, c'est pour ça que là, encore une fois, on voit bien que finalement, la première vague, là, à gauche, first wave, eh bien, c'est vraiment la période de la grossesse, avec finalement un odd ratio, donc un risque, on va dire, de développer la maladie 3 fois plus important quand il y a des complications obstétricales. Alors là, ce n'est pas le risque de développer la maladie, c'est le risque d'être à risque de transition psychotique. C'est la différence entre l'association entre la schizophrénie et un facteur de risque environnemental et l'association entre le fait d'être à risque et un facteur de risque environnemental. Donc, une période vraiment anténatale très, très, très importante dans le futur et donc le risque de développer une schizophrénie. Les éléments qui ressortent ensuite dans sa méta-analyse sont principalement, on en parlait ce matin, les éléments de traumatisme. Donc là, ça a l'air très clair encore, que ce soit la maltraitance infantile, donc la négligence, on sait les abus sexuels sur les enfants. Et donc là, on se retrouve avec un odd ratio de 5,9. Donc c'est vraiment très important. Le lien entre ces différents facteurs de risque environnementaux de développer la maladie n'est pas forcément mise en évidence dans cette méta-analyse. Donc il faut rester très prudent. Ce qui est certain, c'est que 86,8% des sujets à haut risque de transition psychotique ont eu, à un moment donné, un traumatisme infantile dans leur histoire de vie. Voilà. Quant au déficit fonctionnel, effectivement, il y a une association très forte entre le déficit fonctionnel et le statut d'être à risque de transition psychotique. Mais enfin là, l'histoire de la poule et de l'œuf est très compliquée, puisque c'est probablement plutôt peut-être un marqueur de la symptomatologie en elle-même qu'un risque de développer la maladie. Néanmoins, encore une fois, c'est important de noter par rapport au lien entre la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie que le déficit fonctionnel survient 15 ans avant le premier épisode psychotique. Donc, on a encore du travail à faire sur le plan du repérage en pédopsychiatrie. Même si, attention, ces patients-là sont bien pris en charge en pédopsychiatrie, c'est la question de pouvoir s'harmoniser sur un repérage un peu plus harmonieux entre les différents intervenants du champ de la santé mentale. Alors, j'ai mis ça parce qu'en fait, finalement, quand on dit ça, on se dit, bah oui, mais alors il y a plein de risques, il y a plein de risques environnementaux, tout ça, c'est beaucoup pendant la grossesse, on a l'impression que tout est joué très tôt. Quelles études sont en cours actuellement sur ce qui pourrait protéger, on va dire, la progression, on revient sur l'histoire du processus de la maladie neurodéveloppementale. Eh bien, il y a quand même 2 articles dans un grand journal, qui est l'American Journal of Psychiatry, qui montrent que la supplémentation en phosphatidylcholine chez les femmes enceintes en début de 2e trimestre améliorerait les biomarqueurs électrophysiologiques chez le nouveau-né à 13 semaines. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit bien qu'effectivement, il commence à y avoir des pistes de recherche sur, de la même manière, sur la prévention à ce stade-là, en fait, donc au moment de la grossesse, dans un raisonnement un peu identique de ce qu'on peut avoir sur la prévention du spina bifida, la supplémentation en fer, et bien pourquoi on ne supplémenterait pas les femmes enceintes. Alors, il y a toujours l'histoire du bénéfice et du risque, mais en tous les cas, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Il faut être positif sur l'avenir. La notion de processus, elle est appuyée également par des données en imagerie, comme cette étude qui relate bien une différence d'épaisseur corticale chez les patients par rapport au contrôle sain, donc avec vraiment une diminution de la matière grise, principalement au niveau du cortex préfrontal, au fil du temps, avant même de rentrer dans la maladie schizophrénie. Donc c'est quelque chose qui était présent avant, qui évolue, et qui avance de plus en plus. Les apparentés sains de patients ont initialement, au début du processus de maturation, une trajectoire neurodéveloppementale similaire à celle de leurs apparentés malades, avec une réduction excessive de l'épaisseur corticale. Donc on voit bien qu'il y a une trajectoire en fait qui dérape, mais qui pourrait être
l'enjeu de la prévention, c'est de pouvoir normaliser en fait cette diminution d'épaisseur corticale. Et on voit que les apparentés sains, eux, qui ont également, une épaisseur corticale qui diminue, eux ont une sorte ils sont pas complètement, ils sont apparentés sains, donc ils sont moins affectés, on va dire. Et eux, ils mettent en place un processus de ralentissement de cet amincissement cortical, donc une sorte de processus de compensation, tandis que chez les patients, la réduction excessive de matière grise se poursuit. Donc on voit bien qu'on a une fenêtre là. Qu'est-ce qu'eux peuvent mettre en place, enfin eux, c'est-à-dire leur biologie, hein, soyons clairs, qu'est-ce qui réussit à se faire dans le cerveau de ces apparentés sains? Alors sur le plan de la prise en charge, cette conception de la progression de la maladie en fonction de différents stades développementaux implique, un peu de la même manière que pour le cancer, une prise en charge en différents stades. C'est-à-dire que la prise en charge et le repérage de ces symptômes ne va pas induire à chaque stade la même prise en charge. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Donc l'idée dans la prévention n'est pas d'aller dire que vous avez un risque d'évoluer vers la schizophrénie comme ça, de but en blanc, et puis c'est tout. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'idée, c'est d'avoir déjà cliniquement une idée de ceux qui pourraient être plus à risque que d'autres, et donc de commencer à se dire, de la même manière qu'un individu pourrait avoir une hypertension qu'on qualifierait de bénigne, où on lui dirait de commencer à arrêter de trop saler ses aliments et pour lequel on ne commencerait pas encore un traitement antihypertenseur, l'idée est un peu identique. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui évolue. Elle n'est pas un peu identique, d'ailleurs, elle est complètement identique. Et c'est cette idée-là, comme ça, d'une prise en charge, le staging, comme on dit en anglais, eh bien, c'est la même chose, mais c'est en fonction des stades d'évolution clinique. Eh bien, il faut qu'on puisse avoir des repères biologique également, donc c'est là qu'il y a un enjeu aussi de la recherche. Aujourd'hui, on parle de recherche, et donc mieux on affinera nos critères et nos cohortes de patients, plus on aura des patients qui présentent les mêmes difficultés, et plus on pourra mieux on comprendra la physiopathologique, et alors on pourra développer des nouveaux médicaments. Donc il y a un vrai enjeu aussi de la recherche qui est de pouvoir affiner nos traitements et nos recherches, mais pour ça, il faut qu'on ait des cohortes plus homogènes. Et donc, pour ça, il faut qu'on applique nos critères. Et pour l'instant, nos critères, ils sont majoritairement cliniques. Voilà. Donc, oui, il y a besoin de faire avancer la recherche. Au passage, on prévient les choses. Et pour l'instant, en fait, ces deux enjeux sont vraiment deux enjeux qui sont en parallèle et qui ne peuvent pas évoluer de façon, indépendante. Voilà. Je vous remercie de votre attention.